Les IST, infections sexuellement transmissibles. Comment faire pour les éviter? Quelles sont toutes les méthodes de prévention? Et je répondrai à la fin de la vidéo sur est-ce que c'est vrai qu'on peut attraper une IST avec une serviette en utilisant des toilettes infectées? Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont abonnées récemment, ça me fait chaud au cœur de voir que notre communauté grandit. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de mettre des pouces sur les vidéos qui vous plaisent, de commenter, de partager. Et permettez-moi, comme d'habitude, de rappeler que Charles.co, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple dans le domaine de la médecine sexuelle. Si on a des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation rapide, diminution de la libido, suspicion d'andropause, on va sur le site charles.co, on choisit le type de problème pour lequel on souhaite consulter. Lors de la téléconsultation, le médecin fait le point avec vous, vous donnera son avis. Vous connaissez ma phrase favorite? Quand on a des problèmes de santé, et en particulier des problèmes de santé sexuelle, qu'on a essayé plein de méthodes et qu'on n'y arrive pas, on ne reste pas encore des mois et des mois à se dépatouiller tout seul, on consulte un médecin en ville, ou on téléconsulte si c'est plus facile, et Charles.co a été fait justement pour faciliter cette démarche. Maintenant que ce rappel est fait, voyons le sujet du jour. Quelles sont toutes les méthodes de prévention contre les IST? Et je répondrai clairement à la question, est-ce que vraiment on peut attraper une maladie, une IST, en utilisant une serviette de quelqu'un ou en s'asseyant sur les toilettes après quelqu'un qui était infecté? Première méthode, le préservatif. Je devrais plutôt dire les préservatifs, parce qu'en fait, il y a 3 types. Là, je vous vois réfléchir. 3 types de préservatifs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé les 3 types avant que je les dise. Premièrement, le préservatif masculin. Le plus connu, on le met sur le pénis. Ça reste jusqu'à aujourd'hui une des méthodes les plus fiables et les plus utilisées contre les IST. C'est d'ailleurs la seule méthode qui a une prévention contre les infections sexuellement transmissibles et en même temps contre les grossesses non désirées, donc une sorte de contraception. C'est une contraception. Deuxième type de préservatif, c'est le préservatif féminin. Bon, je pense que la plupart d'entre vous l'ont trouvé aussi, qu'il y a des petites différences par rapport au préservatif masculin, c'est qu'on peut le poser bien avant le rapport sexuel et on n'est pas obligé de l'enlever juste après le rapport sexuel. Donc c'est vrai que c'est un peu plus pratique que le préservatif masculin. Ça donne aussi beaucoup plus de liberté aux personnes qui préfèrent elles-mêmes diriger la prévention, utiliser le préservatif dans le vagin, plutôt que sur le pénis. Troisième type de préservatif. Quelques-uns d'entre vous l'ont trouvé. C'est ce qu'on appelle la digue dentaire. C'est un préservatif qu'on met sur la bouche pour les rapports orogénitaux, cunnilingus ou fellation. Par rapport à cette question, les rapports orogénitaux, beaucoup de personnes d'entre vous se posent cette question. Est-ce que vraiment on peut attraper une maladie, une IST, en particulier le VIH? Beaucoup me posent cette question. C'est vrai que le risque pour le VIH est faible, sauf si on a des petites lésions dentaires. Par exemple, moi tout à l'heure, par exemple, je me suis brossé les dents, j'ai vu qu'il y avait un peu de sang. Ça, c'est une petite lésion qui fait que sur ma muqueuse, il y a une petite lésion. Et donc, le virus peut traverser plus facilement. Donc, ce sont des petits détails auxquels on peut ne pas prêter attention et qui augmentent le risque. C'est pour ça qu'on recommande la prévention. Mais il y a d'autres maladies où le risque est vraiment présent, comme par exemple l'herpès ou le HPV, le papillomavirus. Je vous rappelle d'ailleurs que les cancers de la gorge ont augmenté au cours des 10-15 dernières années en lien avec le papillomavirus qui, lui, est transmis lors par exemple, d'une fellation. Et donc, oui, la fellation, elle a des infections, des antécédents d'infection. Oui, il y a un risque de transmission. Deuxième méthode, la vaccination. Alors, sur la vaccination, ça agit surtout sur 2 infections virales. Le papillomavirus, je viens de vous en parler, et avant, c'était recommandé uniquement pour les filles, parce que le papillomavirus peut donner des cancers au niveau du col de l'utérus. Heureusement, maintenant, c'est largement recommandé aussi pour les garçons, parce que ça peut donner aussi des condylomes, le papillomavirus, c'est-à-dire, vous savez, les verrues sur le pénis, et comme je vous disais, les cancers de gorge, et aussi transmettre à d'autres partenaires. En tout cas, concernant cette vaccination, les indications se sont élargies progressivement. C'était trop restreint il y a une dizaine d'années et maintenant c'est beaucoup plus large. Vous pouvez vous adresser à votre médecin ou dans un centre Cégide si vous souhaitez en savoir plus sur cette vaccination. Et il y a aussi la vaccination contre l'hépatite B, qui est une vaccination très répandue. Troisième méthode, la PrEP et la PEP. PrEP, c'est traitement pré-exposition au virus et PEP, c'est traitement post-exposition au virus. Ça, c'est surtout pour le VIH. D'ailleurs, la PrEP, la pré-exposition, fut une révolution dans le traitement et la prévention du VIH, puisque cette PrEP est très efficace. Si vous voulez tout savoir sur cette méthode, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur ce sujet, sur les IST et sur la PrEP, et vous serez surprise ou surpris, si vous ne connaissez pas cette méthode, par sa grande efficacité. De nos jours, il y a un développement de nouvelles méthodes de PrEP qui se font pas seulement en comprimé, mais par injection. Une étude très récente d'une injection qui se ferait une fois par an est en cours d'élaboration, ce qui voudrait dire qu'avec une injection par an, on serait protégé contre le VIH.
c'est une révolution par rapport à ce qui se passait il y a des années avant. Mais pour le moment, la méthode la plus utilisée, c'est en comprimé. Le traitement post-exposition, c'est quoi? C'est si on a eu une situation, un rapport sexuel par exemple, où on pense qu'on a pris un risque, on n'a pas utilisé un préservatif, le préservatif a claqué, on consulte rapidement, dans les 48 à 72 heures qui suivent, un traitement mis rapidement peut éviter le développement du VIH. Là aussi, ça demande un suivi, on prend les médicaments, on fait les prises de sang, puis on revoit 3 mois après. En tout cas, on consulte très très vite. Ça peut être votre médecin, ça peut être un centre spécialisé, les Cégides, ça peut être dans un service d'urgence, peu importe, mais rapidement. Il y a quelques traitements de type PrEP et post-exposition qui commencent à se développer pour d'autres maladies comme le gonocoque, mais ce sont des antibiotiques. Le problème avec les antibiotiques, vous le savez je pense, c'est qu'on peut développer des résistances. Et donc c'est un peu plus délicat à développer que ce que je viens de vous dire sur le VIH, mais ça commence à s'installer, ce n'est pas encore totalement dans les habitudes, dans les mœurs, ce n'est pas encore totalement validé. Nous attendons quand même que les études se terminent là-dessus, que les recommandations soient claires avant de pouvoir vous dire clairement si on peut faire une PrEP pour d'autres maladies comme le gonocoque ou le chlamydia. Numéro 4, les dépistages réguliers. Alors, vous allez me dire en quoi le fait de dépister peut donner une prévention, puisqu'on ne fait rien avant la prise de risque. En fait, le dépistage permet deux choses. Premièrement, de repérer une infection très très tôt. Or, plus on traite tôt, et moins l'infection va évoluer, et plus les risques sont diminués, et plus les chances de guérison et d'amélioration sont augmentées. Il y a un autre intérêt au dépistage, c'est la prévention pour les autres. C'est-à-dire le fait que vous fassiez des dépistages réguliers vous-même, parce que vous avez une vie sexuelle très active avec des partenaires variés, etc. Le fait d'avoir ces dépistages réguliers vous permet, vous, de savoir que, tiens, en ce moment, moi, je n'ai aucune infection, donc je ne transmets pas, ou j'ai une infection, j'ai un problème, je vais le soigner. Ça permet d'éviter de le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc les dépistages réguliers, c'est une méthode de prévention qui n'est pas directement utile pour vous peut-être, mais elle est très utile pour les autres. Et si les autres le font, ça sera utile pour vous aussi. Numéro 5, utilisez des lubrifiants adaptés. Par exemple, avec les préservatifs, on n'utilise pas les préservatifs de pénis, on n'utilise pas les lubrifiants à base d'huile parce que ça peut les rendre un peu plus poreux. On va utiliser les lubrifiants à base d'eau en particulier ou de latex. Utilisez aussi des lubrifiants adaptés, par exemple pour une pénétration anale ou des lubrifiants en bonne quantité pour une pénétration vaginale. Le but, c'est d'éviter qu'il y ait des petites lésions, des irritations sur les muqueuses, éventuellement des petites fissures, parce que tout ça, ce sont des lésions qui vont favoriser la rentrée d'un microbe, alors que la muqueuse, si elle est bien épaisse, bien protégée par un lubrifiant, va moins se blesser. Et donc, il y a moins de risques qu'un microbe présent puisse la traverser. Numéro 6, éviter les comportements sexuels à risque. Alors là, je dois m'adresser tout de suite aux personnes qui sont en train de dire, bah oui, la meilleure façon d'éviter d'avoir des IST, c'est d'éviter d'avoir une vie sexuelle très large ou très variée, comme ça on est tranquille, ou un ou une seule partenaire. En fait, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Ce que j'appelle éviter les comportements sexuels à risque, c'est éviter d'avoir des rapports sexuels, par exemple en étant sous l'effet de drogue et d'alcool, ce qui fait que je ne réfléchis pas suffisamment et je vais avoir des pénétrations sans préservatif, je vais avoir un comportement ou une relation sexuelle avec une personne dont je ne sais rien du tout et sans utiliser une protection. Je n'ai pas pris la PrEP par exemple et je vais quand même avoir les relations, etc. C'est ça que j'appelle comportement sexuel à risque. L'idée n'est pas de brider les personnes, ni d'encourager à quoi que ce soit, liberté de faire comme on a envie, à condition de respecter la loi et de respecter les autres. Numéro 7, j'en ai parlé un tout petit peu avant, c'est le fait de traiter de façon précoce les IST. Si vous avez des symptômes, vous consultez rapidement, ça vous permet de faire un diagnostic rapidement. Si ce n'est pas une IST, tant mieux. D'ailleurs, si ce n'est pas une IST, vous aurez aussi un traitement pour les symptômes que vous avez. Et si c'est une IST, on traite rapidement, ce qui évite aux muqueuses de la zone génitale urinaire de s'abîmer, d'être enflammées et donc d'être plus facilement infectables les fois suivantes. Et on arrive à la dernière question. Est-ce que le fait d'utiliser des serviettes ou de s'asseoir sur les toilettes utilisées par quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut attraper une maladie, une infection sexuellement transmissible? La réponse est non. Alors, avec les serviettes, il y a un petit quand même, c'est l'histoire des champignons, c'est-à-dire les mycoses. Ce n'est pas l'IST la plus dangereuse du monde. Elle est gênante, elle est désagréable, mais un traitement antimycotique suffit. Mais en tout cas, les IST, au sens qu'on entend, c'est VIH, chlamydia, gonocoque, etc. Ce ne sont pas des maladies qui se transmettent parce qu'on s'est assis sur des toilettes que d'autres ont utilisées ou on a utilisé les mêmes couverts que quelqu'un d'autre. On peut serrer la main, embrasser pour dire bonjour quelqu'un qui a une maladie sexuellement transmissible. Ça ne pose pas de problème. Le tout, c'est d'appliquer les autres méthodes de prévention que je viens de vous dire dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez d'autres contenus de ce type. Moi, je vais vous préparer plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très vite.